Bonjour, c'est bon, ça marche, vous m'entendez? Ouais. Ah, t'entends. J'avais oublié qu'il faut bien ça pour écouter les 50 Headshots. Bienvenue dans notre studio 3. Merci. 50 Headshots, c'est le nom du groupe qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Tony et Arthur. Salut. Bon, comment ça s'est passé cette petite journée dans notre studio 3? On est vraiment content de venir à France 3 puisque vous êtes une super équipe formidable et les morceaux qu'on a enregistrés, vous avez eu la patience de nous écouter jusqu'au bout sans craquer, avec les bouchons bien sûr. Donc non, ça s'est super bien passé, on a bien joué, on a passé un excellent moment avec tout le monde. Tony, ça fait bientôt 10 ans que vous existez, les 50 Headshots. Ouais. C'est une aventure qui a commencé avec vous deux, du côté de Belfort. Et vous vous êtes dit qu'il y avait la place pour ce rock des 70s, pour ce hard rock vraiment esprit 70s. Vous chantez en anglais et au fil des années, ça marche de mieux en mieux. Ça marche de mieux en mieux. Avec les articulations, les genoux, le dos qui ne suivent pas, mais ça marche. Arthur, comment est-ce que tu fais pour vendre le groupe dans les festivals? J'ai l'impression qu'il y a un vrai revival. Les t-shirts AC/DC sont toujours aussi bien vendus. Il y a Airborne, pour parler des groupes plus récents qui pratiquent ce genre de musique. Il y a les hommages à Led Zeppelin. Ça marche toujours, en fait. Ce sont des 70s. Absolument. Alors déjà, comme on est 70 jusqu'au bout, j'envoie uniquement des télégrammes. Je fonctionne par Minitel, non, je plaisante. Non, mais ouais, je pense que le groupe se vend bien aussi parce que, comme tu le dis, il y a cet esprit revival, mais aussi, voilà, nous, on a fait le parti de composer dans un style de musique où entre guillemets, tout a déjà été composé. C'est-à-dire que, voilà, qu'on écoute du Led Zeppelin, du Deep Purple, AC/DC ou même Jimi Hendrix, voilà, on est dans un style dans lequel il y a déjà eu pléthore d'artistes et qui a déjà eu ça de décennies. C'est pour ça qu'on appelle ça le rock des 70s. Mais étant donné qu'il y a toute une génération de gens qui pensent... alors quand je dis génération, je ne parle pas que en termes d'âge, je pense simplement en termes d'influence musicale, qui pensent que cette décennie-là, des années 70, était la plus productive en termes de qualité de groupe, de qualité musicale, quoi. Donc nous, on surfe là-dessus, évidemment. C'est ça la force, en fait, Tony, de votre musique, c'est que c'est forcément du déjà entendu, puisque, comme tu le disais, Arthur, ces sonorités-là ont été inventées, mais du coup, on prend un réel plaisir, j'imagine, à les jouer et à les écouter aussi, quoi. Oui, effectivement, on peut plus inventer quoi que ce soit. En fait, on a beaucoup d'influences, mais d'ailleurs, dans cet album, vous pourrez écouter, il y a beaucoup de clins d'œil, notamment, comme tu me disais tout à l'heure, Rage Against the Machine, Led Zeppelin, AC/DC, Airborne aussi, tu vois. Alors justement, on va parler justement du lien avec AC/DC, avec un des deux titres que vous avez joué pour nous, qui est French Rock Revolution. C'est clairement un hymne de stade, avec les refrains, vous l'avez imaginé comme ça. Absolument, ouais. Comment tu le composes, ce type de titre En fait, il faut un riff accrocheur à la base, mais il faut surtout un refrain entraînant. Et il y a toute cette partie instrumentale qui nous est venue un petit peu plus tard, quand on a fait le choix de ne pas surcharger avec en plus un solo de guitare. C'est le premier morceau que 50 Headshots compose sans vraiment un vrai solo de guitare dédié, ce qui fait que du coup, on a remplacé le solo par cet hymne qu'on reprend tous en chœur. Alors en live, c'est encore beaucoup plus énergique, puisque du coup, le public chante avec nous. Et effectivement, au prochain stade, on espère faire un stade un jour. Là, je pense que si le public chante, on pourra définitivement dire que le rock'n'roll n'est pas mort. De toute façon, on le voit à travers votre prestation dans Studio 3, mais on l'imagine encore plus, vous êtes clairement un groupe de scène. C'est ça qui vous fait vivre. Absolument. Là, on est un petit peu bridé, on est timide, on passe à la télé, mais ouais, c'est l'endroit où on est le plus expressif en tout cas. Il y a quelque chose qui est malin, Arthur, on parlait du nom du groupe parce que forcément, on passe notre vie, nous journalistes musicaux, à demander au groupe pourquoi ils ont choisi ce nom. Pour 50 Headshots, il y a plein de raisons valables, mais surtout, il y en a une qui est intéressante, c'est que vous vous êtes dit que pour les moteurs de recherche, un nom de groupe avec un chiffre, ça marche, parce qu'il y a moins de chances qu'il y ait des doublons, en fait, ailleurs dans le monde. Absolument. Il y a peu de chances qu'il y ait un 50 Headshots ailleurs. Non, alors oui, effectivement, si on s'était appelé the White Rabbits ou the Black Hole ou des noms comme ça qui sont cool et qui sont tout à fait sympas, acceptables, mais le problème c'est qu'il y a tellement de doublons que c'est très difficile pour un programmateur ou quelqu'un qui est simplement intéressé par notre musique d'aller chercher
chercher sur Internet et puis de tomber sur le bon groupe au lieu de tomber sur un groupe canadien obscur ou un groupe du fin fond de l'Australie. Donc nous, on a fait vraiment le parti pris d'utiliser des chiffres pour qu'il y ait qu'un seul 58 Shots dans le monde entier. Et pour le coup, c'est nous. Alors, souvent, avec les groupes de Belfort, il y a aussi cette autre question qui revient souvent, c'est pourquoi vous chantez en anglais ? Mais voilà, c'est la question toujours la même qui revient. En fait, on chante en anglais pas parce qu'on boude le français, au contraire, on est très fiers de notre culture. Et si cet album s'appelle French Rock Revolution, c'est bien parce qu'on revendique le côté Frenchy. Par contre, on chante en anglais, non pas pour avoir plus de succès à l'international, quoi que ça aide, mais c'est surtout parce moi je suis plus à l'aise en fait avec cette langue pour chanter qu'avec le français, étant donné mes influences. Je ne me vois pas chanter les Stones en français, je ne me vois pas chanter non plus du Led Zeppelin réarrangé en français, je pense que ça ne sonnerait pas du tout, et d'ailleurs j'ai à titre personnel du mal avec les groupes de rock qui chantent en français. Style Bébé Brune par exemple, ou qui réussissent quand même, mais c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, Tony, cet album French Rock Revolution, vous avez mis du temps, vous avez consacré beaucoup de temps déjà parce qu'il faut de l'argent pour faire un bon album. Vous avez pris beaucoup de temps et vous en êtes fiers de cet album qui est sorti là en janvier ? Fier parce que ça fait un moment que ça enregistre, on nous demande, il y a eu des précommandes en fait, donc les gens s'inquiètent un petit peu. Donc là on arrive au bout et on est plus qu'heureux, mais effectivement oui, fier, je pense que ça va changer par rapport au premier album. Ouais. Alors c'est une histoire très rock'n'roll pour le coup, puisqu'en fait on s'est retrouvé à vraiment manquer de moyens, puisque notre camion est tombé en panne. Le camion qui vous servait pour les tournées ? Absolument, et dans lequel on avait investi une coquette somme d'argent. Et là où beaucoup de groupes auraient pu splitter, là où beaucoup de groupes auraient pu se séparer, s'engueuler, surtout pour des histoires d'argent, parce que l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre, nous au contraire ça nous a rapprochés, ça nous a aussi rapprochés de nos fans et des gens qui nous soutiennent. Et grâce à leurs dons et grâce aux dons d'autres camarades, j'ai envie de dire, on a réussi à remonter la pente. Et c'est là que je me dis que finalement, les gens ne voient pas la musique comme quelque chose de subsidiaire ou d'à côté. Pour eux, ça compte vraiment. Et c'est dans ces moments-là qu'on le ressent en plus. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a énormément de sympathie. On parlait d'Airborne tout à l'heure ou des AC/DC qui continuent de tourner. Il y a beaucoup de sympathie quand il y a du sourire dans le hard rock énergique comme ça. C'est une vraie fête du rock'n'roll en fait. Ouais, on s'éclate. Ça, c'est clair que je me vois pas jouer un style aussi entraînant en restant tout seul dans mon coin. Et ce qui est important quand on joue ce style de musique, c'est d'être complètement désinhibé et de ne pas tenir compte du regard des autres. Alors ça paraît un peu égoïste et personnel au premier abord, mais au final, c'est ça l'attitude rock'n'roll, c'est ne pas avoir peur du regard des autres. Nous, on est des rockers, mais on boit pas énormément d'alcool, voire très peu, voire pas du tout. Et pourtant, quand on nous dit que c'est pas rock'n'roll, si, justement, nous, on s'en fout de boire ou pas boire de l'alcool, on fait ce qu'on veut. C'est ça, rock'n'roll. Sur The End of the World, clairement, il y a un hommage un petit peu à Rage Against the Machine. On est dans des sonorités beaucoup plus rock, comme ça, énergiques. C'est l'intérêt de cet album, c'est de mélanger aussi les styles et pas faire juste du hard rock FM classique, quoi. Les années 90 nous ont influencés, puis même aussi alors, ça se ressent moins en live, mais dans la méthode de production, pour ceux qui auront la chance d'écouter l'album, achetez-le, il est très bien. Cet album, en fait, on a utilisé des méthodes de production modernes, c'est-à-dire qu'il va y avoir du vocodeur sur les voix ou des effets qu'on n'entendait pas dans les années 70, en tout cas, ni même dans les années 90, quoi. Donc on a essayé de moderniser le classique rock. Tony, 2020, on se fixe quoi comme objectif ? Un max de dates ? De toute façon, c'est ce qui fait vivre les groupes actuellement, c'est vendre le disque, bien sûr, mais des dates. Il y a un max de dates, des tournées en fait pour 2020, histoire de promouvoir cet album. Je sais que vous avez déjà des noms en tête, il y a déjà des festivals qui se sont calés. Objectif, vraiment remplir l'agenda. Absolument. Après, je peux pas parler des festivals encore. Ils seront pas d'accord pour que j'annonce notre participation à la programmation. Mais oui, festival, salle de concert aussi, pas mal de salles. Et dans toute la France, on essaie vraiment de s'exporter nationalement, internationalement. On a déjà fait 3 tournées en Angleterre, on est parti en Europe de l'Est. Voilà, donc on va organiser tout ça, quoi. Ma dernière question, Arthur, elle est pour toi. Il y a quelques années, on s'était rencontrés, tu m'avais dit « j'y crois », je suis sûr qu'on peut cartonner. C'est toujours le cas, toujours en 2020, tu y crois ?
En fait, je pense que si je n'y croyais pas, j'arrêterais tout de suite. Parce que quand on voit l'état du marché de la musique, l'état de vente de disques et puis l'état des groupes de rock qui percent par rapport à ce que nous on fait, on a presque envie de baisser les bras. Mais je pense qu'il y a une flamme dans ce groupe et c'est pour ça que j'y crois dur comme fer. Surtout avec Théo qui nous a rejoint à la basse, qui apporte un nouveau souffle et qui, pour le coup, a le rôle de bassiste, mais en même temps, il est batteur, il est guitariste, il est chanteur, il est extrêmement mature, il est producteur. Et William, qui est juste notre nouvelle bête de scène, c'est la coqueluche de 58 Shots, c'est vraiment un guitariste exceptionnel. Quand je vois autant de talent, je me dis, merde, on peut pas rester là, quoi. Bon, vous savez quoi, merci du coup d'être venu à Studio 3. On espère que dans quelques années, on se remontrera cette interview en se disant que c'était que le début d'une aventure et que pourquoi pas un hymne de stade ensemble, là-bas. Eh ouais, carrément. Merci les 58 Shots. Merci à toi. Merci à toi.